Bonjour tout le monde, Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Puis il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascal Genet de l'Institut de la statistique du Québec pour une présentation euh, de l'enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement. J'ai bien hâte à cette présentation-là. C'est pas un domaine qu'on explore dans le cadre de nos midi-webinaires. Alors, je suis bien heureuse de cette présentation. Le format de nos midi-webinaires ne change pas. On commence avec une présentation aujourd'hui de Pascal d'une durée d'environ une trentaine de minutes, puis ça nous laisse du temps suite à la présentation pour une période d'échange, questions, commentaires. Et on termine à 13 heures. Le midi-webinaire est enregistré et sera rendu disponible sur notre chaîne YouTube rapidement. Alors voilà, je vous invite à utiliser le chat ou la section questions-réponses de Zoom. Je vais les surveiller les deux et on pourra y revenir après la présentation de Pascal. Et juste pour présenter Pascal brièvement, chargé de projet. Attendez, j'ai ici chargé de projet en statistique culturelle au sein de l'Observatoire de la culture et de communication à l'INQ. Et depuis 2024, il dirige l'enquête qui va nous être présentée aujourd'hui, dont les données, je crois, sont disponibles en cas de risque aussi pour utilisation pour la recherche. Alors, merci Pascal pour la présentation aujourd'hui. Donc, ici, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de regarder les résultats, les principaux résultats de l'enquête sur l'enquête sur les Québécois sur les loisirs et le divertissement, elle qui a été réalisée en 2024. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter en fait l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. En fait, l'Observatoire est une direction de l'Institut de la statistique du Québec avec un mandat particulier qui est de répondre à des besoins statistiques pour différentes institutions, donc organismes gouvernementaux, des organisations culturelles, mais aussi des chercheurs, donc partie. Si un instant vous intéresse des secteurs culturels, en fait, on publie différentes enquêtes, des enquêtes récurrentes, notamment sur la vente de livres neufs, numériques, livres numériques, mais aussi présentation des institutions muséales, l'art de la scène, production cinématographique, des dépenses publiques en matière de culture. Et enfin, on fait quelques enquêtes ou des travaux aussi plus spécifiques. Donc, dans les deux enquêtes auprès du public que nous avons réalisées, c'est celle sur la découverte des produits culturels et numériques et celle dont nous allons aujourd'hui parler, qui est sur les loisirs culturels et les divertissements. Mais nous publions aussi un certain nombre d'études en collaboration, en partenariat avec le milieu, notamment le profil visuel ou la présentation des bibliothèques. Donc, vous voyez, le mandat de l'Observatoire est quand même assez large et permet de couvrir l'ensemble des produits culturels. Donc, l'enquête, en fait, cette enquête s'inscrit dans le souhait du MCC, le ministère de la Culture et de la Communication, de relancer une enquête qui a été réalisée depuis tous les 5 ans, depuis 1935 jusqu'en 2014. Il y a eu un arrêt de cette enquête, simplement parce qu'il y a eu deux constatations. Le premier, c'est qu'il fallait revoir la méthodologie le second, il fallait revoir le questionnaire, parce que le monde était déjà en train de changer. Et dans les faits, on a réellement fait un bond absolument phénoménal en matière technologique, notamment entre 2014 et 2024, qui explique qu'il fallait prendre le temps nécessaire pour bien réaliser cette enquête. Donc, le but, c'est simplement de prendre une photo des pratiques culturelles au Québec en 2024. Vous le voyez avec des objectifs aussi bien qui étaient de donner, encore une fois, offrir à des organisations des données utiles pour le développement de politiques publiques, mais plus spécifiquement, il y avait quand même trois enjeux. Le premier, c'est de valider et de mesurer la situation du français dans les pratiques culturelles. Le second, c'était mesurer un peu l'impact du tirage numérique qui s'est accéléré avec la pandémie. Et enfin, plus spécifiquement, s'intéresser aux pratiques culturelles des jeunes. Donc, l'enquête aussi, en fait, a bénéficié réellement de moyens à ce jour inégalés. Donc, on est parti simplement des fichiers d'inscription des personnes assurées de la RAMQ, et ça nous a permis de toucher un échantillon de plus de 16 000 personnes. C'est juste à titre d'information,
La dernière enquête qui a été réalisée sur les pratiques culturelles en France en 2018, c'était 9000 personnes. Donc, c'est vraiment jamais vu. L'idée ici, évidemment, c'est qu'on disait un taux de réponse de 55%. Vous voyez, la période de collecte c'est quand même a été assez longue, du 15 mars au 22, 23 juillet. Et on avait deux types d'enquêtes, soit en ligne sur le web par un questionnaire interactif ou via le téléphone. À titre d'information, 86% des répondants sont passés sur le questionnaire en ligne. Et donc, finalement, on a eu un taux de réponse pondéré de 53%. Donc, on n'est pas tout à fait dans le taux que vous souhaitez, mais qui est tout à fait acceptable et qui nous permet donc d'affirmer dans l'ensemble de l'enquête que quand on parle de 20% de personnes qui font telle activité, ben, on est capable d'inférer à l'ensemble de la population du point de vue statistique. En fait, ici, il y avait deux enjeux méthodologiques que je veux vous soulever. Le premier, c'était évidemment d'aller enquêter les plus jeunes, parce que c'était un enjeu tout simplement parce qu'ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas ni aux instructions par courrier, ni aux appels téléphoniques. Ce qui fait qu'au final, on a été vraiment obligé de travailler plus spécifiquement sur le groupe des 15-29 ans là, pour aller chercher le maximum de taux de réponse. C'est un enjeu que tous les instituts de la statistique, StatCan et d'autres vivent et c'est vraiment une problématique qui est liée à ce groupe d'âge. Et le second enjeu pour nous, ça a été en fait la longueur du questionnaire. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez comporté par défaut 79 questions réparties en 8 thématiques. Donc là, on essaie d'être le plus exhaustif possible, mais évidemment, vous comprenez que là, ça pouvait avoir des enjeux tout simplement d'effets de fatigue qui étaient liés à l'ordre, qui étaient liés en fait à justement cette exhaustivité des thèmes qui étaient abordés. Donc, ce qui a eu pour effet, si vous voulez, c'est que on voit un différentiel énorme entre les gens qui ont répondu sur Internet, qui est autour de 23 minutes en moyenne, versus ceux qui ont répondu par téléphone, où là, on a un temps de collecte de plus de 40 minutes. Donc là, ça a été un des enjeux, et pour nous, méthodologiques. Bon, maintenant, aujourd'hui, je vous propose en fait un peu quelques faits saillants dans quelques secteurs. Évidemment, je vous encourage à aller télécharger le rapport. C'est un rapport de 120 pages qui couvre l'ensemble du questionnaire, justement, que vous avez à l'écran et qui est disponible en PDF. Et vous avez aussi des faits saillants et vous avez aussi le rapport méthodologique qui est disponible en ligne qui peut vous expliquer l'ensemble des contextes. Bon, je vais, par exemple, vous amener à quelques éléments de réflexion qui peuvent être spécifiques, intéressants pour vous. Par exemple, quand on parle des jeux vidéo, on s'aperçoit que plus de la moitié de la population joue à des jeux vidéo. Et on le voit très bien que, bon, les plus jeunes sont en proportion plus nombreux que les plus âgés, que les gens nés au Québec sont aussi en proportion plus nombreux que les autres et que les hommes sont en proportion plus. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est en fait que dans l'enquête, nous avons demandé aussi quel est le type de support et quel est le contexte dans lequel vous jouez. Et vous le voyez d'ailleurs, 35% des personnes jouent essentiellement en ligne. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, selon le genre, selon le groupe d'âge, selon même les différentes variables sociodémographiques, le contexte et les supports changent. Donc oui, plus de la moitié de la population joue à des vidéos, mais pas dans les mêmes contextes, pas sur les mêmes supports. Donc ils jouent pas au même jeu. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est déjà pour nous, ça a été un indicateur de dire, ah, est-ce que là, ça veut dire que les pratiques culturelles commencent ça s'hybride. Il y a une espèce d'éclatement, ça se diversifie, mais ça devient plus complexe qu'auparavant où il peut y avoir certains déterminismes sociaux ou autres qui faisaient en sorte qu'ils sont comportés de telle manière. Et là, on voit très bien que sur une pratique numérique, déjà là, il y a un éclatement. Par exemple, les plus jeunes sont plus nombreux en proportion à jouer en ligne, que ce soit avec des inconnus ou des amis, que les plus âgés. Je disais, par exemple, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à en jouer seuls, mais sur des mobiles, donc cellulaires, tablettes, alors que les hommes vont être plus nombreux, eux, à jouer sur des ordinateurs et des consoles de jeux. Je veux dire, par exemple, qu'ils ne joueraient pas au même type de jeu. Donc, vous voyez là, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a commence à avoir une espèce de fragmentation dans les pratiques culturelles. Maintenant, quand on s'est intéressé au contenu télévisuel, on voit la quasi-totalité des gens écoutent des contenus télévisuels sous mode de diffusion. Et quand on s'intéresse plus spécifiquement
à des modes de diffusion, on s'aperçoit que les plus âgés ont tendance à regarder, sont plus nombreux à regarder tous les jours la télé traditionnelle, alors qu'à l'inverse, les jeunes sont beaucoup plus nombreux à regarder des contenus télévisuels sur des plateformes de diffusion numérique. Donc ça s'explique en fait pour deux raisons, tout simplement parce qu'ils sont aussi les plus nombreux à vivre au sein de ménages abonnés à au moins deux, voire trois plateformes. Pour vous donner une idée, 75% d'entre eux vivent dans des ménages abonnés à plus de deux plateformes, c'est 15-29. Donc ça vous donne quand même que ça veut dire encore une fois que le support de diffusion là, a une influence sur le comportement. Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'on leur a demandé combien de temps vous passez par jour à regarder la télévision. Puis là, vous le voyez, bon, on est à 48% des répondants qui passent plus de 3 heures par jour. Mais les plus jeunes sont en proportion les moins nombreux. Regardez, mais et plus vous montez en âge, et notamment les 60 ans et plus vous voyez qu'ils passent de temps, 70% des 74, 67%, à passer plus de 3 heures par jour devant la télévision. Ici, là, je me permets d'amener une nuance. On leur a pas demandé, est-ce que vous passez, dans quelles conditions vous passez? C'est-à-dire, est-ce que c'est la télévision présente, parce que vous vivez seul? Est-ce que c'est la télévision, comme on appelle tapisserie, c'est-à-dire un peu un fond sonore, un peu comme des fois les gens écoutent la radio, simplement pour ne pas, pour avoir une ambiance chez eux, ou est-ce qu'ils sont réellement assis dans leur canapé en train de regarder la télévision, ou est-ce qu'ils sont assis dans leur canapé en train de regarder la télévision et en jouant aux jeux vidéo? Vous voyez, toutes ces options sont possibles. Donc, c'est là où peut-être ici, du point de vue de la méthodologie, on n'est pas en mesure de distinguer. On a constaté, en effet, que plus les gens âgés, plus ils passent de temps à regarder la télévision, mais en même temps, on ne sait pas, on ne connaît pas leur niveau d'engagement. Maintenant, quand on leur a demandé d'où proviennent les contenus télévisuels que vous regardez, ben évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit, on s'aperçoit que 64% des 15-29 regardent surtout des contenus non québécois. C'est pas étonnant. On pourrait faire un lien, sinon une corrélation, mais au moins un lien avec le fait que la majorité d'entre eux, en tout cas, ils sont les plus nombreux en proportion à être abonnés à plusieurs plateformes et surtout les plus nombreux à être abonnés à des plateformes non québécoises. 90% des 15-29 sont abonnés à des plateformes non québécoises. Donc, si vous regardez, si vous êtes abonné à des plateformes non québécoises, vous avez de grandes chances de pas avoir, en tout cas, d'être moins exposé à des contenus québécois. Donc ici, là, on voit vraiment la dynamique, encore une fois, du mode de diffusion qui vient influencer le comportement et le type de contenu, ce qui est évidemment des inquiétudes, vous savez, pour le secteur de l'audiovisuel au Québec. Maintenant, quand on parle de cinéma, bon, vous voyez, 70% à peu près 70% des personnes ont été au cinéma, donc 40% quelques fois dans l'année. Ce qui est très intéressant ici de voir, c'est qu'encore une fois, ce sont les plus jeunes qui vont encore au cinéma, qui sont les plus nombreux en proportion à y aller, mais c'est aussi le cinéma qui est une activité sociale. Et c'est là où on voit, selon la taille du ménage, que les ménages constitués de 4 personnes et plus sont plus nombreux que les autres ménages à aller fréquemment au cinéma. Et on voit aussi que les gens à revenus élevés sont plus nombreux. Quand on voit aussi la provenance des films, et ça c'est très intéressant ici, c'est que on pourrait faire un peu le même parallèle qu'avec la télévision, dans le sens de dire, ah ben parce que ils regardent des films où ils sont abonnés à des plateformes étrangères ou non québécoises, en tout cas, ils vont aller voir au cinéma. Mais là, il y a peut-être ici un élément qu'on peut ajouter, qui est par exemple l'infrastructure, la nature de l'infrastructure, la nature de l'offre cinématographique. Pour vous donner une idée, en 2024, la proportion de films qui venaient des États-Unis était à peu près de 25%. De 25%. 25%, donner un repère, c'est un peu plus de 1000 films qui ont été projetés en 2024, donc 637 nouveautés. Là-dessus, 25% sont d'origine américaine. Les 25% de films ont généré 70% des recettes, 70% de l'assistance, 70% des productions. Donc là, ça veut dire aussi que l'infrastructure, qui est essentiellement, qui a plus de la moitié constituée de chaînes de cinéma, euh, en réalité, vous voyez très bien de quoi je parle, de salles multiplex, qui offrent souvent des films en 3D, AVI, enfin bon, avec une expérience un petit peu ajoutée, fait en sorte que et l'infrastructure et l'offre cinématographique a tendance un petit peu à pousser.
Juste pour vous rappeler, si vous ne savez pas, mais 2024 a été une année exceptionnelle pour le film québécois. La part de Marseille, ça faisait plus de 20 ans que la part de Marseille n'avait pas été aussi élevée avec 15%. Trois films québécois se sont inscrits dans le palmarès de le top 10 de l'année. Donc, c'est pas une question d'offre non plus, puisque là, ça a été une année exceptionnelle pour le film québécois. Donc là, on voit vraiment ici, peut-être que c'est la nature de l'expérience cinématographique. Et on a posé la question, pourquoi vous allez au cinéma et pourquoi vous n'y allez pas? Et dans les réponses, pourquoi les gens y vont, c'est essentiellement, encore une fois, un acte de socialisation pour passer du temps entre amis ou en famille. On voit le lien avec les ménages de quatre personnes et plus. Mais quand on leur a demandé pourquoi vous n'y allez pas, la première raison pour laquelle les gens vont pas au cinéma, c'est tout simplement parce qu'ils préfèrent regarder les films à la maison. Donc là, on voit très bien qu'ici, là, c'est la rencontre de l'offre, de la demande, du contexte qui vient modeler un petit peu les comportements. Rapidement, maintenant, on le voit ici, là, on va parler de radio, ben, on voit que 8 personnes sur 10 on écoute la radio, dont 56% quotidiennement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui sont nés à l'extérieur du Québec sont en proportion moins nombreux que les autres. Donc ça veut dire quoi? Que les gens qui sont nés au Québec sont plus nombreux. Et ça veut dire que la radio, l'attachement à la radio peut s'expliquer par la nature de ce qui est écouté à la radio. Ça, c'est très intéressant. On leur a demandé ben, quelle est la fréquence d'écoute que vous avez à la radio, et vous le voyez ici. Les groupes d'âge intermédiaires, les 45-59 notamment, suivis par les 60-74 ans, sont en proportion plus nombreux, puisqu'ils écoutent à 66% tous les jours la radio, dont 29% plusieurs fois par jour. Et là aussi, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous écoutez essentiellement? Et le premier type d'émission qui sort, c'est les émissions du matin, du midi ou du retour à la maison. Donc, on va dire un peu les émissions d'autoradio, les émissions pratiques, vous savez ce qu'on appelle les magazines, les émissions de service, en fait, qui ont à la fois de la chronique, à la fois du service, de type météo, circulation, des choses comme ça. Donc, ça, on voit ici le côté à la fois pratique, mais aussi la question de la proximité de la radio, qui est très intéressant et qui est inscrit dans les pratiques traditionnelles des gens qui sont notamment nés au Québec. On leur a posé différentes questions aussi par rapport à d'autres pratiques, notamment les balados. Et vous voyez, près de la moitié des personnes ont écouté des balados. Et ce qui est intéressant, là, c'est de voir que ce sont les gens qui sont nés à l'extérieur du Québec qui sont en proportion plus nombreux que les gens nés au Québec à écouter des balados. Et non seulement c'est ce genre-là, mais nous avons en plus, quand on leur demandait la langue parlée à la maison, vous apercevez que les gens qui parlent l'anglais uniquement à la maison ou l'anglais et ou une autre langue ou le français et une autre langue sont aussi les plus nombreux. Donc ça veut dire aussi que le balado est en fait, vous savez, c'est un service d'écoute à la demande. Vous téléchargez finalement ce qu'on appelle les podcasts, vous téléchargez ce que vous souhaitez en fonction de vos intérêts. Ben là, vous apercevez que c'est une population qui donc est, est constituée de gens essentiellement dont les gens à l'extérieur sont plus nombreux et les gens qui ont autre langue que le français sont plus nombreux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils écoutent. Et vous le voyez ici, 69% des gens ont écouté autant des balados québécois que non québécois que des balados surtout québécois. Rappelez-vous, c'est des gens qui sont nés à l'extérieur du Québec qui sont les plus nombreux et des gens qui ne parlent pas le français uniquement à la maison. Donc là, et qui écoutent des balados. Et vous voyez, les proportions sont extrêmement élevées avec des balados surtout québécois puisqu'on est entre le plus bas étant 39% pour les 15-29 et le plus haut étant 60% pour les 75 ans et plus. Donc ça veut dire ici que l'offre de balado rejoint un public qui n'est peut-être pas celui enfin, qui était prévisible, on va dire. Et quand on leur demande dans quelle langue vous écoutez les balados, vous voyez ici aussi que 71% des gens écoutent autant en français qu'en anglais, dont 55% surtout en français. Donc là, et vous regardez aussi du côté des jeunes, on voit que la proportion, 62%, est très élevée. Donc là, on s'aperçoit ici qu'il y a aussi le balado, peut-être, on va dire, peut-être un facteur d'intégration. C'est peut-être un média qui amène une dimension moins, enfin, qui est plus la plasticité du balado, qui est télécharger, l'écouter quand vous voulez, l'arrêter, fait en sorte que peut-être ici, si ça rejoint un public qui n'est pas naturel, par exemple, ou qui n'irait pas à la radio
en direct, tout simplement parce que là, il y a peut-être des enjeux de compréhension. Mais à l'inverse, le balado permet peut-être, de par son format, d'offrir une expérience d'écoute différente. Quand on parle de musique, on leur a demandé, ben, où est-ce que vous écoutez la musique? Et vous le voyez, la quasi-totalité des gens écoutent la musique, on n'est pas surpris. Mais quand on leur demande où vous écoutez la musique, vous voyez, ce sont les plateformes qui sortent, ces plateformes de diffusion continue à 40%, avec la radio en direct à 35% et 20% pour les plateformes de vidéo. Là, on parle de YouTube essentiellement, ou à Apple. Donc, quand on leur demande les fréquences d'écoute, là, vous voyez sans surprise, 90% des 15-29 écoutent la musique, dont 65% plusieurs fois par jour. Donc là, on s'aperçoit que la musique est comme un environnement sonore. Et quand on leur a demandé dans quel contexte vous écoutez, c'est en déplacement. Essentiellement en déplacement, en travaillant ou en étudiant, en faisant du sport. Donc, on est vraiment dans la musique comme bande son de ma vie, là. On est vraiment dans le contexte de la musique comme présence. Là aussi, on leur a demandé ben, d'où proviennent les artistes. Là, on parle bien des artistes. Donc là, ça veut dire que vous le voyez, ben, que peut-être ici, on pourrait faire un lien entre la nature enfin la source, je dirais, de diffusion de la musique. Donc, parce que justement, comme on l'a dit, c'est essentiellement des plateformes, 40% des plateformes. Donc, qui fait que peut-être ici, nous avons un enjeu d'algorithme qui fait en sorte que dès l'instant où vous commencez à écouter Taylor Swift, sur telle et telle plateforme, ben, vous avez beaucoup de chances que l'algorithme vous pousse encore quelque chose qui ne soit pas des contenus québécois. Et là, on le voit très bien, 9% des 15-29 écoutent la musique, surtout d'artistes non québécois. Alors que c'est des plus fortes proportions, alors qu'on le voit, c'est seulement 41%. Mais là, elle ne veut pas non plus faire cibler toujours les jeunes. Vous le voyez, c'est quand même près de 50% des 30-44 ans, c'est 38% des 45-59. Bref, c'est quand même une tendance de fond qui fait en sorte que le support des diffusions influence sans doute. Alors, bien sûr qu'il y a les goûts, et après, il y a la nature, comme je disais, l'expérience qui peut faire en sorte que les gens n'écoutent pas de la musique québécoise parce que simplement, ils vont aller écouter de la musique d'ambiance ou de la musique, bref, quelque chose qui amène autre chose en termes d'expérience. Quand on parle de lecture ici, on s'aperçoit que les taux de lecture sont très élevés. On parle de 82% des gens qui ont lu des livres au cours des 12 mois précédents d'enquête. Et là, on voit encore un lien entre le fait que les gens qui sont nés à l'extérieur du Québec sont plus nombreux que les gens nés au Québec à lire des livres, et aussi que les gens qui n'ont pas le français uniquement à parler à la maison sont aussi en proportion plus nombreux. Et vous le savez, le lecteur type, c'est une lectrice, c'est essentiellement 89% des femmes versus 75% des hommes. Donc ça, c'est pas une surprise. De la même façon que le niveau de scolarité n'est pas une surprise, plus les gens ont un niveau de diplôme obtenu élevé, plus ils sont nombreux à pratiquer la lecture. Et ce qui est très intéressant ici, c'est quand vous regardez à quelle fréquence de lecture. Et vous savez, tout le monde entend dans les médias que les jeunes n'aiment pas lire. Ben, dans l'absolu, c'est le groupe d'âge qui est le plus actif en matière de lecture. C'est-à-dire que 86% des 15-29 ont lu des livres. Et si j'amène un petit détail, on leur a posé la question de la lecture, mais hors lecture scolaire, parascolaire, lecture prescrite. Donc, c'est vraiment à des fins personnelles. Donc là, il n'y a pas d'influence qui est liée à des livres scolaires prescrits. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que globalement, dans la lecture, vous voyez 82% des gens ont lu, ça veut donc dire que 18% des gens ne lisent pas, mais, mais quand même, les plus jeunes sont en proportion les plus nombreux, et suivis par les 30-44 ans, sont les plus nombreux à lire des livres. Et vous le voyez, les répartitions des fréquences est relativement équilibrée dans le sens que s'il n'y a pas vraiment de phénomène majeur lié après, c'est une question de temps disponible. On le voit, la preuve, c'est que 27% des 15-29 disent au moins une fois par mois, alors que c'est 30% des 60-74 ans qui lisent tous les jours ou presque. Bon, ben là, on peut dire ici qu'il y a vraiment une question de temps disponible pour la lecture, encore une fois, des fins personnelles. On leur a posé aussi la question par rapport à la provenance des auteurs et des autrices. Donc, c'est sûr ici qu'il peut y avoir un petit biais, dans le sens que des fois, il peut y avoir des auteurs québécois qui sont publiés par des éditeurs français, bon, mais en principe, là, on considère que les gens savent à peu près
d'où proviennent les auteurs qui lisent, et vous le voyez ici, 54% des 15-29 ont lu les auteurs non québécois, alors que c'est seulement 37% pour l'ensemble du lectorat. Mais quand même, 63% des gens ont lu soit autant québécois que québécois. Ça explique peut-être deux choses. La première, encore une fois, c'est la dynamique de l'écosystème du livre et de l'édition au Québec, qui est quand même très particulière. On vient de le voir ici avec le Salon du livre de Montréal, qui a eu plus de 100 000 entrées. On voit ici, il y a vraiment un effort de promotion, la place dans les médias qui est consacrée au livre et tout. Mais on sent quand même que l'écosystème de l'édition québécoise est quand même significatif. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment ça se fait, par exemple, que les jeunes sont un peu plus de la moitié à lire non québécois? Et ça peut s'expliquer par la nature des lectures. C'est-à-dire que en ce moment, par exemple, vous savez, dans les meilleures ventes, on observe ce qu'on appelle la littérature de genre, la fantasy, bref, vous voyez, du type Harry Potter ou des fantasy, bon, bref. Et ça, c'est essentiellement, c'est très ciblé sur ce groupe d'âge. Donc, on peut supposer ici qu'il y a peut-être un phénomène qui est lié à des tendances éditoriales. Quand on leur a demandé dans quelle langue ils lisaient, ben, là, on voit très bien que 48% des 15-29 lisent surtout en français, 64% de l'ensemble du lectorat. Donc, on voit ici que oui, ils peuvent lire des auteurs non québécois, mais que quand même près de la moitié d'entre eux le lisent en français. Donc, c'est quand même intéressant, même si 26% d'entre eux lisent surtout en anglais, euh, ça demeure quand même significatif, mais quand vous le mettez en corrélation avec la précédente diapo, là, vous comprenez que peut-être ils lisent aussi en littérature traduite, même si c'est pas des auteurs québécois, ou qu'ils lisent aussi simplement des auteurs non québécois mais francophones. Parmi parmi les lieux culturels, on a proposé une liste. Écoutez, je vous encourage vraiment à aller voir l'étude parce que vous avez plus de 40, pardon, pas 40, une quinzaine de sites, lieux culturels qu'on a classés par thème. Et parmi l'ensemble des lieux culturels, il y a trois lieux qui sont ressortis très forts, c'est-à-dire comme étant les plus fréquentés. Le premier lieu, c'est la librairie, où on voit 62% des personnes de 15 ans et plus ont fréquenté une librairie. Et on voit que, encore une fois, selon la taille du ménage, de 4 personnes et plus sont en proportion plus nombreux que les autres. Et là aussi, que les gens nés à l'extérieur du Québec sont en proportion plus nombreux que les autres à avoir fréquenté une librairie et sans surprise, les femmes et les niveaux de scolarité plus élevés. Second lieu, le plus fréquenté, c'est les musées, centres d'exposition, exposition. Vous voyez, 51% des personnes y ont été au moins une fois dans l'année. Et là, vous avez la même. Donc, ménage, 4 personnes et plus, lieu de naissance extérieur du Québec, autres groupes linguistiques, et encore une fois, le diplôme. Et le dernier, c'est près d'une personne sur deux a fréquenté une bibliothèque publique, et là, sans surprise, vous avez exactement la même logique. Donc, on leur a demandé ensuite par lieu, OK, vous l'avez fréquenté, mais plusieurs fois, au moins une fois ou jamais. Et là, vous le voyez sans surprise que, encore une fois, que plusieurs fois dans l'année, ce sont les lieux qui sont consacrés au livre qui ressortent de façon significative. Au moins une fois dans l'année, ce sont les musées et les parcs zoologiques. Donc là, on voit justement je dirais le lien avec les ménages de 4 personnes, de 3 ou 4 personnes et plus, hein. Et enfin, dans les lieux qui sont les moins fréquentés, ben, on remarque les galeries d'art commercial, les installations d'art numérique et les salons de livres. C'est un peu paradoxal avec ce que je viens de vous dire sur le livre de Montréal, mais en même temps, il faut oublier que c'est un événement annuel et il n'y en a pas dans toutes les régions. Donc, ça peut expliquer aussi ici le score. Quand on parle de fréquentation des arts de la scène, en fait, on a posé trois questions. Allez-vous voir des spectacles professionnels, donc des spectacles professionnels donnés par des professionnels pour lesquels vous avez payé, des spectacles amateurs et des festivals et autres activités publiques. Là, on va s'intéresser uniquement aux fréquentations des arts de la scène. Puis ce qu'on voit ici, ben, c'est que un peu à l'inverse de l'écoute de la musique, puis ça, je tiens à vous rappeler un peu les chiffres. Souvenez-vous, les gens écoutent surtout de la musique d'artistes non québécois. Ben là, vous apercevez que les plus jeunes, non seulement ils sont les plus nombreux à les fréquenter, mais vous allez voir qu'ils sont aussi des friands de spectacles. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, les gens nés au Québec
sont en proportion plus nombreux que les autres à aller voir des spectacles professionnels et les gens qui parlent le français uniquement à la maison. Donc là, il y a une aversion dans les profils, je dirais, dans les variables sociodémographiques en ce qui est trait à la fréquentation des arts de la scène. Puis on le voit ici aussi quand on leur demande de fréquenter donc d'où viennent les artistes québécois. Ben, vous le voyez, 83% de l'assistance, il y a autant québécois que non québécois, ou surtout d'artistes québécois, mais c'est 52% surtout d'artistes québécois et 43% des 15-29. Donc, en fait, on pourrait, si on s'intéressait spécifiquement à la musique, parce que là, il y a aussi bien du théâtre, la magie, il y a tout type de spectacle d'art de la scène, mais on peut quand même conclure ici, en tout cas, suggérer que on peut très bien écouter de la musique d'artistes non québécois, mais en même temps être, vous voyez ici, là, 73% des 15-29 aller voir autant des spectacles d'artistes québécois que québécois. Et quand vous regardez, surtout là avec les langues, ici, 63% de l'assistance ont été voir surtout des spectacles en français. Donc, ça veut dire que oui, bien sûr, ils ont été voir Taylor Swift ou Paul McCartney la semaine dernière au Centre Bell ici à Montréal. Mais dans les faits, l'écosystème, encore une fois, des arts de la scène, la multiplicité des salles, des réseaux qui va du petit bar d'à côté, qui a un open mic, jusqu'à la place des arts, où vous avez des salles de plus de 2 à 3 000 personnes, fait en sorte que, et l'offre permanente, en humour, en musique, en théâtre, théâtre d'abonnés, théâtre d'été, bon, bref, vous voyez tout ça, fait en sorte que là, on voit très bien le dynamisme de l'écosystème, à quel point il vient influencer les pratiques. Donc, simplement pour terminer, petite synthèse, nous, ce qu'on constate par rapport à cette étude, c'est qu'il y a 4 éléments. Le premier, ben, c'est que la culture est vraiment à portée de clic. C'est-à-dire qu'on le voit, l'espace, les plateformes numériques ont transformé la façon de consommer la culture. Et oui, les jeunes sont plus actifs que les autres, mais ça a transformé l'ensemble des pratiques numériques. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, la seconde chose, c'est les diversifications. On voit vraiment une hybridation totale qui se fait et on ne peut plus conclure comme auparavant. Donc, comme je le disais, il y avait une forme de déterminisme social selon votre origine, selon votre niveau de scolarité. Si vous étiez plus porté à écouter telle chose, peut-être non. Aujourd'hui, tout le monde écoute un peu ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, ou la forme qu'il veut. Et on le voit dans le jeu vidéo, on le voit dans la lecture, on le voit dans la musique. Il y a plein d'éléments. Vous savez, vous voyez très bien ces croisements. Par contre, on a constaté quand même un accès inégal à la culture, c'est-à-dire qu'on le voit de façon générale et sans, comme le disait Yvon Deschamps, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. C'est un peu la même chose pour la culture, vaut mieux être riche et avoir un bon niveau de scolarité que l'inverse. Et il se pose donc des enjeux d'accessibilité, d'inégalité, mais il y a aussi d'accessibilité physique. On le voit aussi avec une population vieillissante. On voit vraiment un décrochage qui se fait à partir de 60 ans, mais surtout les 75 ans et plus, où là, on nous dit carrément, ben là, le lieu n'a pas d'accessibilité universelle, donc sont les plus nombreux à ne pas fréquenter ce type de lieu où il y a vraiment un décrochage. Donc là, ici, il y a peut-être un enjeu. À l'inverse, on a aussi constaté qu'il y a des institutions qui jouent très bien leur rôle. Par exemple, les bibliothèques publiques, vous donnez une personne sur deux les fréquentes, et quand vous regardez le profil sociodémo des gens qui les fréquentent, vous apercevez, ben, ce sont donc des gens qui sont nés à l'extérieur du Québec, qui ne parlent pas le français, donc ça veut dire que vous savez, les bibliothèques publiques, c'est souvent ce qu'on se qualifie de tiers-lieu, de troisième lieu, c'est-à-dire après la maison, la famille, c'est le lieu où ça explique aussi tous les programmes, non seulement d'accès à la culture, mais aussi d'accès à l'emploi, de sensibilisation. Et tout. Et là, on le voit, là, on voit vraiment, on mesure ici l'impact important dans la réduction des écarts. Et enfin, bon, une évidence totale, ben, la culture québécoise est vraiment face à la mondialisation, c'est pas un scoop. C'est clair qu'il y a un enjeu ici et on l'a vu quelques fois. Terminer simplement, ben, vous dire que le rapport est déjà disponible, vous pouvez le télécharger. Donc, c'est un rapport de 120 pages. Vous avez la totalité là, et vous avez bien plus que ce que je vous ai montré. On a aussi publié des bulletins thématiques. Le premier, c'est sur les pratiques d'écoute et la consommation d'enregistrements musicaux. Un second est à venir d'ici la fin de l'année sur les pratiques culturelles des jeunes, parce que les 15-29, c'est pas un groupe homogène. C'est aussi bien le petit jeune de 15 ans qui est dans son sous-sol, qui vit chez ses parents et qui est encore à l'école,
Et alors qu'à 29 ans, ils peuvent déjà être jeunes parents, jeunes professionnels ou qu'importe. Donc, vous voyez ici que c'est pas, donc, on a traité spécifiquement là, ce groupe-là, donc c'est dans une publication à venir. Et enfin, pour vous informer que l'ensemble des microdonnées sont disponibles à ce qu'on appelle le CADRIS, donc c'est le Centre d'accès aux données de recherche de l'Institut de la statistique, où vous avez juste à aller chercher, à cliquer et à aller chercher les données qui vous intéressent. Donc, et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, vous avez arrêté notre partage, puis n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci, merci beaucoup Pascal, vraiment intéressant. Et on a peut-être une dizaine de minutes pour échanger un peu. Puis il y a une question dans le chat. Quelles sont les raisons du plus faible taux de fréquentation des arts de la scène en région? L'offre, c'est clairement l'offre, c'est-à-dire que bon, faut comprendre qu'en région, nous, on a classé ça selon des variables sociodémo qui sont habituellement utilisées à l'Institut. Donc, c'est vraiment région métropolitaine de Montréal, autre RMR et hors RMR. Donc là, on est vraiment en zone périurbaine ou rurale. Donc après ça, c'est vraiment là. Bon, je veux pas faire dans les régions extrêmes, mais si vous prenez, bon, là, je vais prendre le cas du cinéma, par exemple, au nord du Québec, il n'y a aucun cinéma. Bon, dans la fréquentation des arts de la scène, puis c'est ma collègue c'est une collègue qui travaille sur ces questions-là, qui publie, elle, la fréquentation des arts de la scène, puis vous apercevez que c'est vraiment l'écosystème, encore une fois, qui fait en sorte qu'il y a de la présence de salles. Bon, on le sait un peu malheureusement, souvent l'offre est très concentrée sur les grands centres pour une raison simple, c'est à la fois de proximité, mais de médias, mais aussi de la salle, c'est-à-dire bêtement je dirais, de rentabilité. Donc, voilà. Donc malheureusement, oui, c'est ça, l'offre. C'est bon, il y a une autre, merci. Il y a une autre question. Si l'enquête a été faite longitudinalement, avez-vous souligné des écarts significatifs avec l'édition antérieure? Non, l'enquête n'est pas longitudinale et en fait est une rupture totale par rapport aux précédentes éditions, à la fois de par l'échantillon, qui, comme je vous le disais, est exceptionnel, mais c'est aussi que ça ne servait absolument à rien de se référer. Écoutez, en 2014, essayez de me rappeler, là, Oui. Spotify, Netflix, ça n'existait pas, là. Donc, ça servait absolument à rien d'essayer de rattacher. Entre-temps, bon, il y a eu la pandémie, mais il y a eu une exacerbation, je dirais, de tout a changé. Enfin, tout a changé. L'offre a changé, le contexte a changé. Donc non. Donc c'était vraiment c'est une rupture et on pourrait dire que c'est l'an zéro de ce type d'enquête. Bien, juste, j'ai une question liée à ce moment-là. Vous prévoyez une prochaine édition de cette enquête-là avec des mêmes mesures qui permettraient justement des comparaisons dans le temps. Je pose la question parce que c'est tu sais, la consommation de contenu francophone au Québec pour les arts, peu importe le type. Tu sais, on parle de contenu sur les plateformes ou la télé. Vous avez fait plusieurs comparaisons selon les groupes Oui, d'âge, puis ça ressort beaucoup dans l'actualité. Fait que je me dis, ben c'est tellement d'actualité, ça va en prendre justement, surtout si on change certaines politiques au Québec, tu sais, de oui, suivre cette évolution-là dans le temps de la consommation du contenu francophone, mais ça pourrait être, on pourrait aussi parler de l'offre culturelle en région aussi, comment mieux soutenir, tu sais, c'est ça, l'offre culturelle en région, puis essayer de mm, voir l'effet sur la consommation. oui, tout à fait. Non, vous avez tout à fait raison. Écoutez, en fait, je vais faire un peu une drôle de réponse, mais notre souhait, oui, c'est qu'elle soit renouvelée, idéalement. Bon, peut-être pas aux 5 ans, même aux 3 ans. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une accélération absolument Oui, formidable actuellement oui. technologique qui fait en sorte que 5 ans, c'est vraiment loin. Hein. On parle de 2029. Maintenant, faut pas se casser une telle enquête, c'est quand même beaucoup de sous et d'investissement. Donc là, il n'en tient qu'à nos partenaires financiers, en effet, mais nous, on le souhaite évidemment qu'elles deviennent récurrentes. Sinon, longitudinales, mais au moins, Au moins transversal avec différents points de au moins mesure. transverse. Oui, Ben, c'est exact. ça, exact. D'autres questions, questions techniques. Est-ce que vous croyez qu'en cas de risque, les analyses en subdivisant les 15-29 ans seraient possibles? Est-ce que les coefficients de variation seraient trop grands sur les estimations? Alors,
par rapport à la première partie de la question, oui, la subdivision, puis d'ailleurs, c'est l'objet de la publication de ma collègue Lisandre Le Champagne qui va sortir prochainement, où là, elle va subdiviser, donc elle va non seulement subdiviser, mais en plus, elle va aller créer des groupes spécifiques, c'est-à-dire elle subdivise les âges, mais aussi selon une naissance des parents, donc est-ce que c'est première, deuxième, troisième génération, donc oui, là, il est possible de le faire. Maintenant, les coefficients de variation, c'est un enjeu, vous avez raison, simplement parce que euh, si dans certaines pratiques culturelles, on voit que le taux de participation est très élevé, donc on l'a vu en termes de télévision, en termes de radio, télévision, musique, bon, radio, mettons lecture, ça va. Par contre, sur certaines autres pratiques où ce groupe d'âge est peut-être un peu moins représentatif, là, les coefficients de variation est déjà dans le rapport. Si vous le consultez, vous allez voir des fois, on est un petit peu à la marge, et on se retrouve avec des coefficients de variation qui nous obligent à interpréter avec prudence. Bon, puis une question dans le même type. Est-ce que des données par région administrative seront accessibles? Est-ce que l'échantillon le permet? Oui, absolument. Mais, en fait, ce ne sera pas accessible dans le sens que nous, on ne va pas publier les données par région administrative, mais si vous accédez au CADRIS à ce moment-là, oui, vous aurez l'ensemble des données qui vous permettront de les recouper par région administrative. Puis, je pense que j'ai le temps, moi, une autre petite question. Est-ce que c'est possible, cette enquête-là, de faire des appariements avec des données administratives dont l'accès est géré par l'ISQ? Si vous rendez disponibles les données de la RAMQ, d'éducation, revenus, prochainement immigration, francisation. Je me demandais s'il y avait des fusions qui étaient possibles, si un chercheur peut faire une telle demande. Je pourrais pas vous répondre malheureusement. Je n'ai pas cette expertise-là, là, je pourrais pas vous dire. OK, Faudrait il faudrait en fait que ça soit testé pour être capable de vous répondre plus clairement. Ouais. parfait. Euh, Puis, question, là, c'est évidemment une enquête de l'ISQ pour le Québec, mais est-ce que vous êtes au courant s'il y a des études similaires, soit, tu sais, Statistique Canada qui donne un portrait, tu sais, à l'ensemble du pays pour essayer, tu sais, d'avoir certaines comparaisons, sur la consommation de produits culturels, dans d'autres Non, provinces? Non. non, malheureusement pas. Non, il y a pas ce type d'études quantitatives au niveau canadien, j'entends. Dans d'autres pays, oui, là, comme je l'ai cité tout à l'heure, en France, en Grande-Bretagne, ça se fait, mais au niveau canadien, j'ai pas de connaissance d'enquêtes similaires qui nous Mhm. permettraient de comparer les seules études que nous avons, parce que ce sont plutôt des études économiques, c'est-à-dire les dépenses en matière de culture. Puis souvent, en fait, la façon d'agréger la donnée fait en sorte que, pour vous donner une idée, on va voir par Statistique Canada les dépenses en lecture. Mais lecture, c'est aussi bien magazine, presse que Oui, édition, c'est que livre. ça. Donc là, on n'est pas capable. Donc, non, non, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'il OK. y ait des D'où études l'intérêt similaires. justement d'avoir développé sa propre enquête à l'ISQ. Oui, Ben, on va conclure comme ça. Il est pratiquement 13 heures. Merci beaucoup. Je vois dans le chat que Pascal a mis le lien pour s'abonner à l'infolettre du service d'accès aux données de l'ISQ. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles données qui sont rendues disponibles et gérées par l'ISQ. Puis le SIX aussi, on a notre propre aussi infolette pour vous tenir au courant sur nos midi webinaires. Encore une fois, merci beaucoup Pascal pour la présentation de ce midi. Je souhaite à tout le monde un bel après-midi. merci, au plaisir. Au revoir.